Bonjour, mon nom est Louise Pépin et je représente le comité des usagers du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Un des mandats du comité est d'informer les gens sur leurs responsabilités et droits en santé. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de confusion en rapport avec la planification de la fin de vie et les soins et services offerts. On a donc recueilli les questions de la population et les avons divisées en 3 étapes de la vie. Comme on n'est jamais certain de ce qui peut nous arriver, on pense qu'il est important de planifier sa fin de vie pendant qu'on est encore en santé. Mais pour bien y réfléchir et prendre une décision éclairée qui va correspondre à nos volontés et nos valeurs, on a besoin d'être au courant des options qui nous sont offertes. On a donc invité 4 experts pour nous expliquer le tout de façon claire. Nous avons donc la Dr Linda Gagnon, ancienne coordonnatrice en soins de fin de vie, Madame Naomi Dufour, travailleuse sociale au métier à domicile, dédiée en oncologie et en soins palliatifs, le Dr Carl Bromwich, spécialiste en soins palliatifs, ainsi que Madame Annie Grégoire, conseillère cadre clinicienne en milieu d'hébergement et soins palliatifs. Merci à vous 4 d'être parmi nous. Et ma première question s'adresserait au Dr Gagnon. Moi, je suis une personne qui est en pleine santé. Mais est-ce qu'il y a des actions que je pourrais prendre dans l'immédiat pour m'assurer que mes volontés et mes valeurs soient respectées advenant le cas où il m'arrivait quelque chose? Oui, effectivement, Louise, il y a deux moyens légaux dans lesquels tu peux adhérer, soit les directives médicales anticipées ou le mandat de protection. Quand on parle de directive médicale anticipée, on parle de la DMA. C'est quoi une DMA, là, comme telle? Ça ressemble à quoi? En fait, Louis, c'est un découlant de la loi sur les soins de fin de vie qui est apparu avec d'autres volets. C'est une demande écrite alors que la personne est apte à consentir et qui exprime ses volontés. C'est ce qui est très, très important. Par contre, ça s'applique dans 3 situations cliniques, soit si la personne est en fin de vie, si elle a un coma irréversible ou si elle a une démence avancée. Et la personne, lorsqu'elle est apte à consentir, peut exprimer sur 5 soins. Elle peut choisir si elle désire pouvoir les obtenir ou les refuser. Je vais te nommer les 5 soins, soit la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, donc un respirateur, la dialyse ou l'hémodialyse rénale, l'alimentation, qu'elle soit forcée ou artificielle, et l'hydratation forcée ou artificielle. C'est-à-dire que la personne ne peut plus boire ni manger de par elle-même. Donc, c'est un choix qu'elle peut exprimer au préalable. Avec sa DMA, c'est les directives médicales anticipées. Puis, comment on peut se procurer ce document-là? C'est un formulaire qu'on peut obtenir soit via l'informatique sur le site de la RAMQ ou bien par téléphone, on demande d'obtenir le formulaire. Et ce formulaire-là va être retransmis et mis dans un registre à la RAMQ. Naturellement, on peut aussi se faire aider par un professionnel, soit le notaire, qui peut nous aider à compléter et le transmettre pour nous à la Régie d'assurance maladie du Québec. D'accord. J'aimerais donc insister que ce soin-là a quand même toutes les mêmes valeurs que les volontés exprimées par une personne apte. C'est la beauté de cette loi-là. Mais on a beaucoup parlé aussi du mandat de protection, ce qu'il y avait à l'époque, le mandat en cas d'inaptitude. Madame Dufour, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet-là? Oui, dans le fond, le mandat de protection, bien, c'est un peu mêlant parfois parce que c'est vrai qu'il a changé de nom. Maintenant, le mandat en cas d'inaptitude, c'est un mandat de protection. Donc ça, c'est un document dans lequel on peut consigner ses volontés et désigner des personnes de confiance, une ou des personnes de confiance s'il nous arrive une situation où est-ce qu'on devient inapte. Il y a 2 façons de le faire, c'est soit devant un notaire, donc, ou de le faire aussi à la main devant témoin. On peut se procurer le formulaire du curateur. Par contre, un mandat de protection, il faut savoir que pour devenir éligible, il faut qu'il soit homologué.
Fait que ça, c'est tout un processus, l'homologation du mandat. Tant qu'il n'est pas homologué, est-ce que le mandataire, il peut consentir aux soins quand même? Ce que je remarque, c'est qu'on se dit, si elle devient inapte, notre mandat n'est pas homologué, est-ce qu'on doit le faire? Non, pas nécessairement, parce que même souvent, moi, en soins palliatifs, ça a été très rare qu'on a dû aller vers une homologation de mandat, parce qu'il faut savoir que notre représentant de fait, qui peut être notre époux, notre conjoint, notre conjointe ou nos enfants, ils vont être pris en considération dans nos décisions, advenant que justement, il nous arrive quelque chose, on n'est pas en position de prendre des décisions. Des fois, c'est assez soudain avec la maladie. Bien, c'est sûr qu'on va aller vers une personne de confiance. On n'ira pas vers une démarche juridique qui va demander des mois. Alors, l'homologation de mandat, souvent, là, on le voit dans des situations, exemple, dans un cas de trouble neurocognitif avancé de type Alzheimer, par exemple. On va faire la démarche pour avoir un représentant légal. Puis, la procuration là-dedans, elle rentre où, elle? Parce que des fois, la confusion entre le mandat de protection puis la procuration. Là. Dans un mandat de protection, il faut savoir que c'est en cas d'inaptitude. Oui. Une procuration, on est apte. La procuration touche plus l'administration. Le mandat en cas d'inaptitude va toucher autant les volontés de la personne au niveau de sa personne, des décisions relatives à l'hébergement, par exemple, les volontés de fin de vie. Puis même dans son mandat, elle va pouvoir avoir déjà écrit un peu qu'est-ce qu'elle souhaite d'avance pour que le proche, qui sera son représentant légal, en tienne compte. Il y a deux pôles au mandat de protection. Il y a les décisions à la personne et il y a les décisions administratives relatives aux biens de la personne. Habituellement, on nomme un proche pour être mandataire pour nous, s'occuper de nos choses. Mais la personne qui a personne, qui est seule, qu'est-ce qui arrive? Si on fait un mandat de protection, c'est dans le but de nommer quelqu'un de confiance. Si on n'a personne de confiance, moi, je dirais de ne pas en faire, tant qu'à nommer n'importe qui. Mais il faut savoir qu'il y a, par exemple, une mesure qui entre en ligne de compte. Si la personne n'a pas... C'est toujours ça qu'on vérifie. Moi, comme travailleuse sociale, c'est une des premières choses que je vais vérifier. Si je vois qu'il y a une personne qui est vulnérable, je me dis, est-ce que l'aptitude, puis elle a de la misère, mettons, à gérer ses finances, on voit qu'il y a des erreurs, on voit même qu'il peut y avoir des personnes malveillantes autour d'elle, puis... Tu sais, quand on appelle ça un mandat de protection, c'est qu'il y a un besoin de protection. La personne qui a personne dans son entourage puis qui n'a pas de mandat de protection, on peut aller vers des mesures de représentation. On peut aller vers une mesure de tutelle qui peut être privée, donc on va trouver un proche. Si elle n'en a pas, on peut aller vers une tutelle qui est publique. Puis, un coup, ces documents-là complétés sont envoyés au registre. Comment les soignants font pour être au courant de ça, eux autres? Comment ils font pour avoir accès à ça? Qui leur dit? La première chose, c'est que la personne reçoit elle-même, donc, de la RAMQ pour les demandes anticipées, la confirmation qu'elle est inscrite au registre. Et par la suite, de façon confidentielle, les professionnels de la santé peuvent questionner ce registre et connaître les volontés de la personne dans les situations cliniques qu'on a parlé. Cependant, parfois, il y arrive des situations d'urgence, il va être vérifié par la suite. On recommande aussi parfois d'avoir nous-mêmes une photocopie qu'on va transmettre à l'hôpital où on va le plus régulièrement, ou bien à son médecin, ou aussi de donner à des membres de notre famille ou à nos proches. Ou envoyer aussi aux archives de l'hôpital quand vous dites « D'accord, merci ». Donc, on arrive maintenant dans notre deuxième scénario où je viens d'avoir un diagnostic d'une maladie qui n'a pas de guérison possible. Donc, tout d'abord, pour notre compréhension, Dr. Bromwich, pouvez-vous nous expliquer la différence entre la phase palliative et la phase terminale, s'il vous plaît? Bien sûr. Si vous avez un diagnostic d'une maladie non guérissable, ça serait peut-être une surprise de savoir que vous êtes déjà rendu dans la phase palliative. Malheureusement, il y a bien des gens qui voient les soins palliatifs qui arrivent vraiment à la fin des vies. Mais les soins palliatifs, on peut s'impliquer très tôt dans le parcours d'une maladie non guérissable. L'idée, c'est de soutenir les patientes et leurs proches tout au long d'un parcours d'une maladie de même. Et je dis potentiellement non guérissable. Parfois, on embarque chez les patientes qui ont la possibilité de guérison. L'idée, c'est de fournir une qualité de vie tout au long du trajet.
Si on parle de la phase terminale, ça, c'est pas vraiment un terme scientifique. Mais souvent, dans la parlance commune, ce que ça veut dire, c'est une fois qu'il n'y a plus de traitement possible pour prolonger la vie. Donc, idéalement, on va faire plus de focus sur les soins de confort à ce moment-là. Alors, je dirais que les soins palliatifs incluent la phase terminale, mais c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ça. D'accord. Donc, comme vous dites, quand on a un diagnostic de maladie qui ne se guérit pas, on tombe automatiquement dans la phase palliative. Mais comment je fais à ce moment-là? Quels sont les recours que j'ai pour m'assurer que mes volontés et valeurs sont respectées? Bien, la chose la plus importante, c'est de reconnaître que vous êtes le chef de votre propre navire. Tant et aussi longtemps que vous êtes apte, c'est vous qui décide par rapport aux soins proposés par votre équipe traitant, qu'est-ce qui fait votre affaire et qu'est-ce qui ne fait pas. Vous avez le droit de poser toutes sortes de questions pour savoir, bon, est-ce que ça représente ce que je veux par rapport au traitement? C'est quoi, qu'est-ce que je peux attendre de traitement X, Y ou Z? Je pense que vous voulez dire plutôt comment est-ce que je peux assurer les choses si jamais je perds la capacité décisionnelle. Parce que tant et aussi longtemps que vous avez, le médecin va vous poser une question, vous allez donner des réponses et on va suivre votre... Mais est-ce qu'il y a une équipe aussi de soins palliatifs qui peut nous venir en aide? Je dirais, oui, il y a des équipes de soins palliatifs. Mais en réalité, une approche palliative pourrait être instaurée par n'importe quel médecin, n'importe quelle équipe multidisciplinaire très tôt dans le parcours d'une maladie. Ça ne prend pas une gang d'experts pour gérer les choses de base. Et ça, c'est un enjeu encore parce que les équipes de soins palliatifs ne pourraient pas s'occuper de tous les gens avec des maladies non guérissables. On est là pour les cas plus complexes, mais l'approche palliative pourrait s'intégrer très tôt dans le parcours d'une maladie. Puis, quand on parle d'objectifs de soins, on parle de... C'est quoi ces soins-là? Peut-être Mme Grégoire pourrait m'informer là-dessus. Oui. En fait, l'identification de vos objectifs de soins, ça se fait en discutant avec les équipes de soins qui sont autour de vous. Puis ça se fait vraiment en équipe, puis d'une façon continue, si vous le voulez. Ces discussions-là, c'est l'occasion pour vous de clarifier qu'est-ce que vous souhaitez tout au long de votre vie, et ça jusqu'à votre mort, en fait. Puis, quand vous identifiez un objectif de soins, c'est que ça va guider ensuite l'équipe à identifier c'est quoi les meilleurs soins puis les meilleures interventions qui peuvent vous être données, mais en respect des souhaits que vous avez émis, en respect de vos valeurs puis de vos désirs, en fait. Il y a 3 types d'objectifs qui sont possibles. Le premier, ce sont des objectifs qui visent la prolongation de la vie. Donc, cet objectif-là, ça veut dire qu'à l'aide de tous les soins qui sont nécessaires et qui sont recommandés, bien, on va tenter de prolonger votre vie le plus longtemps possible. Le deuxième choix, c'est des objectifs qui visent plus un équilibre, c'est-à-dire qu'on va tenter de prolonger votre vie tout en s'assurant aussi qu'on s'assure de soulager vos symptômes puis de vous rendre confortable, et ça dans toutes les sphères. Là. Fait que pas juste physique, mais aussi un bien-être psychologique, spirituel et social. Et sinon, il y a aussi les objectifs de confort qui, à ce moment-là, vont vraiment être plus centrés sur soulager les symptômes que vous avez. Des symptômes qui peuvent être encore là de tout ordre, là, physique, psychologique, spirituel également. Je pense que ce qui est important de bien retenir, c'est que les objectifs de soins, ils sont discutés, mais ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton. Fait que ça peut évoluer, vous pouvez changer d'idée. Ça sert vraiment de guide à l'équipe, mais c'est quelque chose qui peut bouger dans le temps. Quand on parle de la réanimation cardio-respiratoire, ça, c'est vraiment l'ensemble des interventions d'urgence qu'on peut faire si jamais votre cœur cesse de battre ou si vous cessez de respirer. Et à ce moment-là, bien, ça peut inclure des soins qui peuvent aller jusqu'à faire des compressions thoraciques ou également utiliser un défibrillateur, par exemple.
Aussi, ce que je voudrais mentionner, c'est que l'objectif que vous avez identifié, bien, ça va être important de le documenter pour qu'en fait, les équipes de soins puissent savoir qu'est-ce que vous avez identifié. Donc, dans ce qu'on a mentionné, est-ce que vous voulez des soins qui visent plus à prolonger votre vie, à maintenir l'équilibre ou à être axés davantage sur le confort? Fait que quand ces soins-là vont être, ils doivent être documentés par le médecin ou une infirmière praticienne spécialisée pour vraiment être sûr que vos souhaits vont être respectés, en fait. Donc, si c'est documenté, ça veut dire qu'il y a un papier qui vient avec ça. J'en reçois une copie de ce papier-là, moi? Tout à fait. En fait, soit le médecin ou l'infirmière praticienne spécialisée devrait vous en remettre une copie. Puis si jamais ils oublient, je vous invite vraiment à leur demander d'en avoir une copie. Puis c'est pas juste d'avoir la copie avec vous, c'est aussi de partager c'est quoi vos objectifs avec vos proches pour qu'ils soient au courant aussi. Par contre, c'est aussi un élément super important à garder proche à la maison, par exemple, parce que, je donne un exemple, les soins, si jamais l'ambulance arrive chez vous, vous êtes en arrêt cardio-respiratoire, mais ils n'ont pas le choix de faire les manœuvres pour vous réanimer, à moins que ce document-là soit bien à la vue et qu'ils sachent que vous avez vraiment identifié votre souhait de ne pas être réanimé. Fait que c'est un peu comme si ça serait une ordonnance qui vienne dire aux ambulanciers, vous n'avez pas à faire ces manœuvres-là, la personne, elle ne le voulait pas. Ça veut dire que cette copie-là, je la mets sur mon frigidaire, je pars en voyage, je la porte avec moi, puis je la donne à mes proches ou mes amis. Tout à fait. L'important, c'est vraiment de les faire connaître. Puis, en fait, ça sert si vous n'êtes pas en mesure de prendre des décisions pour vous-même, ça va pouvoir guider votre famille avec l'équipe à s'assurer que vos souhaits sont respectés. D'accord. Si je peux ajouter quelque chose, je dirais, c'est important de reconnaître que même les trois objectifs, prolongation, équilibre et confort, il y a bien des zones grises. Ça, c'est des territoires vastes dans chaque objectif, dont l'importance vraiment de discuter qu'est-ce qui est important pour vous avec vos proches et avec votre médecin. Donc, ça apporte les nuances qu'un mot comme prolongation ne donne pas. Puis il y a aussi que c'est pas rien qu'avec le médecin, c'est toute l'équipe au complet, je pense, avec qui on discute, dont la travailleuse sociale qui peut peut-être nous diriger vers le CLSC pour avoir des équipes pour nous supporter de ce côté-là, je sais pas. Oui, puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ça fait partie d'un cheminement, en fait. Tu sais, dans le fond, c'est pour ça que c'est un processus qui est réflexif, qui est évolutif. Les équipes de soins palliatifs, dans le fond, concrètement, oui, il y en a intra-hospitaliers, puis des références qui peuvent être faites à l'interne lorsqu'on est hospitalisé ou à l'externe, puis ils ont une expertise, je trouve, très reconnue au niveau du soulagement. Et en plus de ça, des références qui sont faites, exemple, à la première ligne en soutien à domicile, CLSC, par exemple. Oui, il y a des équipes, mettons, dans les différents territoires, des équipes de soutien à domicile qui sont interdisciplinaires. C'est sûr qu'à Sherbrooke, on a une équipe dédiée oncologie, soins palliatifs, mais on n'est pas juste oncologique, c'est aussi soins palliatifs de tout ordre. Donc, quand on parle d'une maladie incurable, dans le scénario que vous évoquez, bien oui, on peut avoir accès à des ressources concrètes à la maison pour nous aider lorsqu'on perd de l'autonomie, qu'on a des signes et symptômes, qu'on a besoin, exemple, d'une infirmière à domicile, qu'on a besoin de services, de soins à la maison. Donc, l'équipe du CLSC, soutien à domicile, va être là pour ça. C'est important, si vous n'avez pas eu de référence d'un professionnel, d'en parler, puis oui, la référence peut être faite. Donc, il faut quand même demeurer proactif dans nos affaires. Comme vous dites, Dr. Brunwich, on est maître de notre navire. On est rendu dans un troisième scénario où ma maladie a évolué, puis on sait maintenant que la mort est proche. Quels sont les types de soins que je peux recevoir? Puis pouviez-vous nous donner des exemples? Je m'intéresserai à nos deux médecins, Dr. Bromwich, Dr. Gagnon, pour nous dire les types de soins qu'on peut recevoir. Oui, bien sûr. Je dirais, de toute évidence, un patient peut choisir de poursuivre les traitements actifs dans ce contexte-là. Ce n'est pas nécessairement ce qui serait l'idéal, mais c'est un choix. Alors, de poursuivre tous les traitements proposés par l'équipe, c'est un des choix. Un autre patient pourrait dire que je ne vise plus des traitements qui prolongent ma vie. Je vise faire le focus sur le confort. Et dans cette classe, je dirais, il y a différents scénarios. Ça pourrait être une patiente qui est très bien, mais qui ne vise pas d'intervention ou d'investigation si jamais il y a une, une détérioration, une complication. Par exemple, il y a d'autres patientes
qu'ils ne sont plus capables. Ils disent « je veux que ça finisse ». Et pour eux, on peut enlever certains médicaments qui pourraient ajouter le confort, mais qui pourraient aussi prolonger la vie en cherchant le confort autrement. Pour une patiente qui est vraiment souffrante et qui se trouve en fin de vie, une autre option, ça serait ce qu'on appelle la sédation palliative, où on vise vraiment mettre la personne dans un sommeil profond afin de couper la souffrance. La vie continue jusqu'au moment où les forces de la nature le terminent. Normalement, ça ne prend pas plus que quelques jours dans ce contexte-là. Et pour quelqu'un pour qui ça presse et la fin n'est pas imminente ou qui n'est simplement plus capable ou qui ne vise pas à avoir une sédation palliative, il reste l'aide médicale à mourir et je pense que Dr. Gagnon va vous parler de ça. Effectivement, Louis, je vais en parler. L'aide médicale à mourir est très populaire, très connue. On l'a vu publicité dans plusieurs téléromans. En fait, mais c'est une réflexion et c'est un choix de société. Au Québec, c'est un découlant d'une commission qui s'appelle « Mourir dans la dignité ». Je trouve ça important, ce contexte-là, Louise, pour comprendre pourquoi les gens ont une acceptabilité. Je le répète, c'est un soin. Okay? Donc, ce qui nécessite qu'il y ait des évaluations. 2 évaluations par 2 médecins. Au début, c'était 2 médecins. Maintenant, on dit, pour les demandes contemporaines, ça veut dire les demandes actuelles, on parle de professionnels compétents. C'est-à-dire qu'un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, dans notre jargon, on appelle nos super infirmières, alors, peuvent aussi évaluer et administrer le soin d'AMM. Comme c'est un soin légal, il y a des critères pour pouvoir avoir. Donc, la personne qui est en fin de vie ou qui a une maladie grave, je reviendrai sur cette catégorie-là après, elle doit tout d'abord être assurée au sens de la loi. Donc, avoir une carte d'assurance maladie valide. Elle doit être majeure et elle doit toujours être apte à consentir. Donc, qu'elle comprenne sa maladie et le soin, et l'issue du soin. Elle doit être atteinte d'une maladie grave et incurable, et une situation qui est assez avancée pour qu'il y ait un déclin qui se manifeste, et ce déclin est irréversible. Elle doit présenter aussi des souffrances physiques ou psychiques, okay, insupportables et qui ne peuvent pas être apaisées dans ces conditions qu'elle-même juge. Alors, donc, on doit objectiver lorsque on regarde le soin. Naturellement, la loi a déjà 10 ans aujourd'hui et elle a évolué. Donc, on parlait beaucoup des gens en fin de vie au départ, mais maintenant, il y a certaines personnes dans la catégorie avec mort naturelle non raisonnablement prévisible. C'est un long mot, on en est conscient. Alors, je vais donner un exemple. Une maladie de Parkinson rentre dans c'est une maladie grave, elle répond à tous les critères, elle peut être avancée, mais en bout de ligne, elle ne donne pas une mort dans l'année. Okay. Alors, ces personnes qui sont atteintes de ce problème de santé peuvent aussi demander l'aide médicale à mourir et répondre aux mêmes critères avant d'obtenir le soin. Jusqu'à la dernière minute, la personne doit être apte à consentir de façon générale. Okay? Donc, nous dire, et elle peut retirer sa demande n'importe quand dans le processus. Alors, on laisse l'autonomie de la personne pour décider d'avoir ou de recevoir ou de ne pas recevoir ce soin. On sait qu'à partir du 30 octobre, les gens qui vont avoir un diagnostic de maladie neurocognitive telle l'Alzheimer vont pouvoir faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir. Comment ça va fonctionner, ça? Il est peut-être un peu trop tôt pour en parler aujourd'hui. Et puis, ça serait intéressant de pouvoir se rencontrer de nouveau pour en parler. Ce que je peux dire actuellement, Louise, c'est que
Tout à l'heure, je vous ai donné des exemples de demandes contemporaines. Oui. Donc, c'est-à-dire que toujours apte. Dans la demande anticipée, il y a une notion qui est importante, c'est la notion de « je vais perdre mon aptitude ». Et donc, au départ, la personne doit avoir vraiment le diagnostic confirmé par nos experts et elle doit aussi exprimer avec un nouveau formulaire. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est trop tôt. C'est bientôt que nous allons recevoir, toutes les équipes professionnelles, nous allons recevoir l'information et la formation. Mais on a déjà vu apparaître un modèle d'un formulaire. Voilà. On vient de parler des différents types de soins de fin de vie qu'on peut recevoir. Madame Grégoire, pouvez-vous nous dire où on peut recevoir ces soins-là et quels sont les critères d'admissibilité? En fait, il y a plusieurs endroits où vous pouvez recevoir des soins en fin de vie. Vous pouvez avoir ces soins-là à votre domicile, dans votre maison. Ça peut être sur une unité de soins palliatifs à l'hôpital. Ça peut être aussi sur toutes les unités hospitalières, une unité régulière. Ça pourrait être dans un centre d'hébergement de soins longue durée. Ça peut aussi être dans une unité, dans une résidence pour personnes aînées. Puis il y a aussi des maisons de soins palliatifs également où vous pouvez aller recevoir ces soins-là. Toutes les options suivantes peuvent être explorées quand vous allez être rendu à ce moment-là, à la fin de votre vie. Ça se peut qu'il y ait différents critères pour être admissible dans ces différents milieux-là ou des milieux qui vont peut-être être plus adaptés à votre condition. Fait que je pense que quand vous êtes rendu là, c'est de voir avec l'équipe qu'est-ce qui vous convient le mieux. C'est intéressant qu'on voit plusieurs ressources à ce sujet-là. Donc, mais je vous remercie encore tous les quatre pour tous ces précieux renseignements. On invite donc les gens à en parler avec leurs professionnels de la santé, à être proactifs, penser à leurs proches et à leurs représentants légaux. Merci beaucoup et bonne fin de journée.